au fond, c'est aussi important, et je dis sans démagogie, d'être maîtresse de maternelle que d'être ministre de l'Éducation, parce que plus vous êtes auprès du terrain, moins vous avez quantitativement d'impact, mais qualitativement, vous en avez plus. J'étais évidemment très heureux, très fier de devenir ministre de l'Éducation, et que au moment où je l'ai été, c'était quelque chose que je souhaitais. C'est un fait, malheureusement, la France est pessimiste. Au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant d'élèves en France, dans toute l'histoire de France, en prépa scientifique. Et, contrairement à ce qui a été dit dans plein d'endroits, il n'y a pas moins de filles qui font des sciences aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Dans cet épisode exceptionnel, je reçois un invité que tout le monde connaît, mais que peu ont vraiment pris le temps d'écouter autrement. Il a dirigé le ministère de l'Éducation nationale pendant près de 5 ans, marqué par, vous savez, des réformes, des débats, une période aussi sans précédent, celle de la pandémie. Mais aujourd'hui, il change de costume. Bien qu'il soit aujourd'hui avec nous en costume, il quitte les bancs du pouvoir pour l'innovation et la transition écologique. Jean-Michel Blanquer est avec nous pour parler orientation, avenir, métier de demain et surtout de son nouveau projet, de son nouvel engagement, Terra Academia, une école pas comme les autres dédiée à la transformation écologique. Alors, qui était Jean-Michel Blanquer avant d'être le ministre? Quel élève était-il et que garde-t-il de ses années à la tête du plus grand ministère de France? Que veut-il aussi transmettre aux jeunes aujourd'hui dans un monde qui bouge vite, parfois trop vite, et on en parle régulièrement dans ce podcast? Entre confidence, choix politique, vision d'avenir, on va parler bien sûr d'éducation, d'orientation et aussi d'écologie, d'engagement, de liberté pédagogique et surtout de ce qui fait au fond sens pour lui. On démarre tout de suite. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir. Alors, je le disais en introduction, on va démarrer par qui vous étiez avant d'être celui que vous êtes aujourd'hui et que le monde connaît, le type d'écolier que vous étiez, peut-être le sage du premier rang ou le rêveur du fond de la classe ou un peu turbulent, le passionné. À quoi ressemblait Jean-Michel Blanquer avant d'être Jean-Michel Blanquer? J'étais tour à tour un peu tout ça. C'est vrai. J'étais à l'école primaire, j'étais un très bon élève, je réussissais bien. J'adorais toutes les matières, j'ai beaucoup aimé l'école. Mais j'étais aussi très tourné vers le football. Vraiment une sorte de révélation dans ma vie, c'était la lecture d'abord et le football ensuite. Ah oui. Tout ça à peu près au même âge, c'est-à-dire vers 6 ans. D'accord. La cour de récréation m'a fait découvrir le football. Vous n'avez pas des parents qui étaient sportifs particulièrement? Pas spécialement, non. Non. Non, justement, par exemple, le football, j'en avais jamais entendu parler avant d'aller à l'école. Ah ouais. Et le jour où j'ai découvert ça à la cour de récréation, c'était comme un enchantement, quoi. Et ça a été, comme j'ai après changé plusieurs fois d'école, le football a toujours été l'élément de socialisation, même si je le pensais pas comme tel, mais de fait, et même en dehors de l'école, par exemple, je sais pas moi, la préparation militaire ou des moments comme ça, C'est ça. le football est le moment où vous devenez ami avec des gens, hein. Et donc ça a été très important pour moi. Et voilà, après j'ai différents âges de la vie, j'ai eu différentes évolutions. Comme tous à peu Comme près. tous, oui, donc il y a des moments où j'étais moins bon élève, et puis des moments où surtout je me suis passionné pour certains sujets plus que pour d'autres. Par exemple, la littérature a été essentielle pour moi, notamment à l'âge du collège. Et puis il y a eu des moments même où j'ai vraiment consacré beaucoup de temps à lire. C'était Enfin, moi-même, c'était indépendamment de mes. D'accord. Mm. On pose souvent une question dans ce podcast plutôt à la fin, mais j'ai envie de vous la poser maintenant. On a tous été marqués quelque part par un ou une enseignante qui a changé notre vie. Est-ce que vous avez le souvenir justement de quelqu'un dans votre parcours scolaire ou peut-être universitaire qui vous a donné peut-être le goût d'ailleurs de la littérature ou ce goût de l'éducation? Il y en a plusieurs, évidemment, hein, mais vu ce que je viens de vous dire, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est celle qui a été ma maîtresse en ce qu'on appelait, alors en CE1 et CE2, donc on appelait à l'époque la 10e et la 9e. Donc, puisque j'étais dans une classe double, vous savez, où la même maîtresse était pour la 10e et pour la 9e, et elle était excellente, elle était, aujourd'hui on dirait un peu à l'ancienne, si vous voulez, mais dans le meilleur sens de ce terme. Elle m'a donné, au fond, l'essentiel. C'est-à-dire, justement, le goût de la lecture, qui m'arrivait assez spontanément, mais qu'elle encourageait très très bien. Que, par exemple, on avait des exercices de rédaction tous les jours, Ah oui. du calcul mental tous les jours,
autant de choses qui m'ont marqué, qu'on retrouve un peu dans ce que j'ai pu prôner sur le plan pédagogique, parce que tout D'accord. simplement j'ai vu que ça marchait, hein, et qu'on partait bien dans la vie grâce à un certain nombre de réflexes qui en fait sont des réflexes éternels sur l'ancrage des savoirs fondamentaux le plus tôt possible. On va en parler d'ailleurs dans un instant et c'est intéressant puisque vous dites quelque part je l'ai vécu donc je sais que ça marche et ça m'a plu. On peut se poser une autre question, c'est à quel moment vous avez eu, alors je sais pas si c'était une révélation, mais en tout cas ce moment où vous vous êtes dit en fait l'éducation c'est mon truc quoi. J'ai envie d'y consacrer ma vie et le reste mon parcours. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui convergent dans la vie, qui finissent par vous amener quelque part. Mais d'abord, j'avais une mère professeure. Ma mère était professeure d'anglais dans un collège de banlieue. Donc, tous les soirs, les dîners, on avait les histoires du collège, qui ressemblent beaucoup aux histoires de Fourbu, et qui m'ont évidemment imprégné, même sans que je m'en rende compte vraiment, mais qui m'ont quand même donné l'espèce oui, je crois, de culture du professeur, et dans les bons aspects et dans les difficultés aussi. Ouais. Et elle était très innovante, elle était très engagée. Je me souviens qu'elle allait le mercredi dans ce qu'on appelait le CDDP, donc le Centre de documentation pédagogique départementale, et c'était, on parle des années 70, là, donc dans une période où il y avait, oui, un sens de l'innovation, une volonté d'aller de l'avant. C'était par exemple l'époque où on commençait à utiliser l'audiovisuel en langue, des choses comme ça, avec parfois des impasses pédagogiques aussi, ou au contraire des leviers pédagogiques aussi. Donc tout ça m'a imprégné. Après, j'ai voulu, après pour vous dire deux choses peut-être, c'est que quand je suis entré à l'université, quand j'étais étudiant en droit, dès les premiers jours, en voyant les professeurs de droit, j'ai voulu être professeur de droit. Ah ouais. Bon, c'était très clair pour moi que c'était ça que je voulais faire. D'accord. Parce que ça me passionnait et parce que je trouvais que tout dans ce métier était magnifique, y compris la liberté que ça donnait, intellectuelle et à tous égards. Et donc j'ai voulu être professeur de droit et ça a été mon objectif et je l'ai accompli vraiment profondément. Puis ensuite, il y a une troisième dimension, c'est que étudiant, j'ai créé une association de droits de l'homme dans la perspective du bicentenaire. Ouais. Et lorsque, à chaque fois, sur chaque sujet, sur tous les sujets, à chaque fois, j'étais ramené au sujet de l'éducation comme étant le sujet fondamental qui conditionne la bonne santé des individus et des sociétés. Et donc, qui est une conviction assez simple sur le fait que c'est le premier de tous les sujets. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver sur Internet une vidéo où je dis ça à l'âge de 23 ou 24 ans. Est-ce que c'est un dossier? Non. C'est assez énorme. Il y a 2 vidéos qui circulent sur Internet lorsque j'avais cet âge-là, et qui quand même montrent que finalement j'ai quand même eu de la suite dans les idées, même si on évolue. C'est une où je parle de ça au titre de mon association, c'est-à-dire du fait que je consacrerai ma vie à l'éducation par la suite. Je le dis. Et je le dis parce que je dis que c'est le principal sujet. Puis une deuxième vidéo, c'est où j'ai un débat avec Stéphane Bern, qui lui aussi a 20 ans à ce moment-là. C'est énorme. Arbitré par Jean-Claude Bourré. Et là, c'est lui, il défend la monarchie et moi la République. Mais bon, de ce point de vue-là, je n'ai pas varié dans mes convictions républicaines. Non. Et on est amis avec Stéphane Bern maintenant. Et quand on se voit, on plaisante de ça. Sympa. On va retrouver ça. Je pense que ça serait sympa. Non, mais c'est sûr. Après, vous avez effectivement, et c'est au cœur de votre parcours, notamment académique, une formation donc en droit, vous l'avez dit, en philosophie, passionné de littérature, vous avez fait de la science politique aussi. Est-ce que vous avez parfois eu l'impression de vous disperser ou au contraire que toutes ces spécificités-là, toutes ces compétences aussi que vous avez acquises, quelque part, elles ont été mises au service de l'éducation? Non, je pense que ce que j'ai fait à ma façon, qui est forcément différente d'une personne à l'autre, mais c'est la quête humaniste. Au fond, c'est la complémentarité des savoirs, y compris scientifiques d'ailleurs, parce que ce que les anciens appelaient la paideia, c'est-à-dire le fait de se donner une sorte de culture humaniste de base, Ouais. qui ensuite permet d'affronter la vie. La littérature en particulier permet cela, et quand on est enfant ou adolescent, finalement on ne se le formule pas de cette façon-là, mais on le sent inconsciemment, et donc face à la complexité du monde et de la vie, la littérature et la philosophie donnent évidemment des outils indispensables qu'on peut souhaiter à tout le monde, et c'est pour ça que c'est si important de
la culture historique, la culture géographique, la culture scientifique, la culture littéraire, la culture philosophique, pour ne mentionner que celle-là, font partie du bagage dans la vie, quel que soit le métier que l'on va faire. Je suis toujours frappé. Moi, si j'ai un de mes axiomes dans la vie, c'est ne jamais prendre personne pour un imbécile. Et j'ai toujours pensé que, donc c'est vrai dans mes interlocutions bilatérales, mais c'est vrai. C'est gentil, j'apprécie. Et c'est vrai aussi dans une sorte de philosophie lique. Je pense que, pour le dire autrement, je pense que tout le monde doit avoir accès à la culture. Et c'est aussi pour ça que, avec les différents ministres de la Culture, à commencer par Françoise Nyssen, on a essayé d'agir beaucoup pour l'éducation culturelle et artistique aussi. C'est ce que je vais vous dire, avec des mesures fortes aussi, qui ont eu un impact que vous avez réussi à mesurer d'ailleurs sur la lecture des enfants, sur leur ouverture culturelle aussi. Vous avez par ailleurs été recteur, directeur d'administration, professeur, ministre. Alors, j'imagine que c'est une question difficile, mais si vous deviez choisir un poste qui vous a peut-être le plus marqué, ou qui, en tout cas, vous a le plus apporté dans votre manière de voir l'éducation, d'être au cœur, en tout cas, du recteur, qu'est-ce que vous... Ce qui m'a toujours plu, c'est de créer ou de diriger, mais a fortiori de créer, des institutions de savoir, petites ou grandes. J'ai toujours aimé ce qu'est une institution de savoir. Ce qui est toujours une institution difficile à créer ou à diriger, C'est sûr. parce que par définition, vous êtes au milieu de personnes qui pensent, qui réfléchissent, qui remettent en cause, et c'est le principe même des institutions de savoir. Et ce sera toujours ainsi, et finalement j'aime ça. Donc j'ai par exemple dirigé l'Institut des hautes études d'Amérique latine, j'ai créé l'Institut des Amériques, j'ai créé des institutions dont je suis fier, comme l'Internat de Sourdin, ou j'ai créé récemment Terra Academia, d'autres institutions aussi, plus petites. Parfois, quand vous êtes recteur, vous créez une classe préparatoire, une formule. Tout ça, à chaque fois, cette création d'institutions de savoir me paraît décisif. C'est en fait une des choses les plus importantes qu'on puisse faire dans la vie, puisque il y a un effet matriciel d'une institution de savoir. Et donc, quand vous créez, je sais pas moi, une classe préparatoire en Guyane, par exemple, vous savez que vous créez la matrice de quelque chose qui va donner des fruits dans la durée, et des fruits que par définition vous ne connaissez pas à l'avance, mais des fruits vous savez qu'ils vont exister. Et donc c'est ça qui me passionne, et que je continue à faire, et que je continuerai toujours, parce que c'est ça qui me plaît. Alors après, chacune de mes missions a été passionnante. Peut-être que j'ai une affection particulière pour les fonctions de recteur que j'ai exercées en Guyane et à Créteil, parce que là aussi, vous avez le sentiment de pouvoir avoir une influence sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire notamment le bon départ dans la vie des enfants. Bien sûr. Dans deux endroits radicalement différents. Dans des endroits, en l'occurrence, radicalement différents, mais qui avaient en commun d'avoir beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés. Tout à fait. Parfois beaucoup de conflictualité aussi. Et donc, comment vous prenez ça à bras-le-corps, et après, chaque enfant pour qui vous dites que quelque chose de bien s'est produit est quand même quelque chose qui fait sens. Et donc c'est vrai que ça m'a bien plu, mais par exemple, la direction de l'ESSEC, c'était été aussi un moment extrêmement stimulant pour moi. Ouais, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on découvre vraiment sur l'école quand on en devient un haut responsable? On doit d'abord voir ça avec humilité, puisque au fond, c'est aussi important, et je dis sans démagogie, d'être maîtresse de maternelle que d'être ministre de l'Éducation, parce que plus vous êtes auprès du terrain, et d'ailleurs c'est aussi ce qui fait que je peux faire une différence entre recteur et ministre, c'est plus vous êtes près du terrain, évidemment, moins vous avez quantitativement d'impact, mais qualitativement, vous en avez plus. Si vous suivez un enfant du 1er septembre au 30 juin, cet enfant, vous avez 1 milliard de fois plus d'impact sur lui que si vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, et c'est bien normal. Donc, toutes les missions éducatives sont nobles, et il faut les voir avec humilité, parce qu'aussi chaque personne est unique, et donc l'éducation, c'est pas une baguette magique, ou parce que vous feriez tout bien, tout se passerait parfaitement pour l'enfant. Chaque parent sait à quel point malheureusement cet axiome est vrai, malheureusement et heureusement. Et donc il faut avoir finalement une philosophie de l'éducation, quelle que soit la fonction qu'on a, qui est à la fois un immense optimisme sur l'être humain et une immense humilité sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et s'y dédier. Sacrée mission. Oui, ça aussi. Mais j'avoue que j'étais évidemment très, très heureux, très fier de devenir ministre de l'Éducation, et que au moment où je l'ai été,
c'était quelque chose que je souhaitais, que je cherchais, et ça m'a et j'avais le sentiment de pouvoir dérouler une vision et une stratégie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, euh, que j'explique dans le dernier livre, La Citadelle, avec évidemment des obstacles, des difficultés, des limites, des échecs, mais aussi des réalisations, des accomplissements. Et à la fin, mon message est un message optimiste, c'est-à-dire, bien sûr que ce soit à l'échelle d'un établissement scolaire ou à l'échelle d'une nation, on peut faire avancer les choses, et d'ailleurs on fait avancer les choses, et on peut avoir des progrès, même si le brouhaha médiatique donne souvent l'impression que tout va mal et que tout va sans arrêt vers du plus mal, alors qu'en réalité, non, de l'action éducative donne des fruits à toutes les échelles, et c'est ce message-là qui doit passer. Vous parlez justement de vos accomplissements, vous en parlez effectivement dans votre dernier livre. Si vous deviez retenir une mission ou une action que vous avez menée ou une décision que vous avez prise et dont vous êtes peut-être le plus fier aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Donnez-moi deux, parce qu'elles sont de deux natures très différentes. Malgré tout, le dédoublement des classes en grande section CP-CE1, qui touche encore 400 000 enfants par an, tous les ans désormais, est une mesure en profondeur de terrain qui donne ses premiers fruits. Nous ne sommes plus le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Nous sommes le seul pays avec le Portugal à avoir augmenté le niveau de l'école primaire dans les 5 années qui enjambent la crise sanitaire. Et donc, pas seulement parce que nous avons limité les dégâts pour la crise sanitaire, plus que les autres, je vais y revenir, mais aussi parce qu'on a pris des mesures qui sont aussi des mesures pédagogiques, pas que le dédoublement, mais aussi ce qu'on appelait le plan français, le plan mathématique. C'est des choses, si vous voulez, dont on ne parle pas au journal de 20 heures, mais qui en réalité, dans la durée, puisque en matière d'éducation, il n'y a que la durée, eh bien, sont en train de produire leurs premiers effets. Donc, évidemment, ma priorité, c'était l'école primaire. La chose dont je suis le plus fier, c'est ça. Après, il y a quand même une deuxième chose qui a été la gestion de la crise sanitaire, pour laquelle j'ai pris beaucoup de coups, mais où en réalité, je le dis évidemment avec, j'espère, pas trop de prétention, mais malgré tout, j'aime à le souligner, c'est-à-dire, voilà, nous avons fermé 12 semaines, l'Allemagne c'est 38, l'Italie aussi c'est 38 semaines, un enfant américain sur deux n'est pas allé à l'école pendant 1 an, aucun enfant péruvien n'est allé à l'école pendant 2 ans. Les dégâts mondiaux sont catastrophiques, comme je le disais à l'époque. Il a fallu se battre pied à pied. On oublie maintenant tous les détails de cette période, et peut-être que c'est mieux ainsi, mais il a fallu mener des combats dont nous savons aujourd'hui qu'ils ont été les bons. Et ça n'a pas été sans critique, sans dureté. Mais aujourd'hui, je suis content du résultat. Et c'est un peu comme les accidents que vous évitez. Personne ne vient vous en remercier parce que ça se voit. Enfin, vous avez juste entre guillemets limité les dégâts, pas fait. Donc, on voit tout ce qui a été difficile, tous les défauts puisqu'il y en a eu, toutes les limites de ce qui a pu être fait. Mais en réalité, en comparaison internationale, la France et c'est reconnu en dehors de France, a été l'un des 2 ou 3 pays qui s'en est le mieux sorti. Vous disiez justement tout à l'heure, à juste titre, que quand on parle d'éducation dans les médias, on parle de tout ce qui va mal. Ou quand il y a des choses qui vont bien, on n'en parle pas au JT de 20 heures. C'est un sujet culturel. Enfin, moi, je sais que en tant que passionnée d'éducation aussi, ça m'a toujours énormément, pas forcément choqué, mais questionné. Et aujourd'hui, on met notamment dans ce podcast en avant des gens qui font des choses pour l'éducation, pour l'orientation et pour les jeunes. De manière aussi positive, sans être dans le monde des bisounours, mais voilà, montrer qu'il y a des choses chouettes qui se passent dans ce secteur. Et malgré tout, dans les médias généralistes, on a toujours l'impression, quand on tape le mot éducation et qu'on tombe sur les articles, sur les reportages, mais tout va mal. Est-ce que c'est un sujet culturel? Est-ce que c'est comme ça partout dans le monde? Est-ce que c'est amené à changer? Il y a des choses qui sont de tout temps, il y a des choses qui sont partout dans le monde, et puis il y a des choses qui sont très françaises et qui sont de notre époque. Donc il faut arriver à distinguer les choses. Par exemple, voilà, c'est un fait, malheureusement, la France est pessimiste, mais je souligne que la France n'a pas toujours été pessimiste. Et, bon, par exemple, quand on a de la nostalgie de l'école de la Troisième République, en fait, on a la nostalgie de l'optimisme de la société française sur l'école de la Troisième République à cette époque. Et il y avait donc un cercle vertueux de la confiance.
Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On est dans un cercle vicieux de la défiance. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai parlé d'école de la confiance. J'ai voulu réinstaller un cercle vertueux. J'ai pas pleinement réussi, bien sûr, là-dessus, mais j'ai quand même eu quelques accomplissements aussi. Et j'aime à dire, il me paraît important de souligner que la situation est très hétérogène. C'est-à-dire, je peux vous citer aujourd'hui beaucoup d'endroits où ça va bien ou très bien, beaucoup d'endroits où ça va mal ou très mal. Donc, et même géographiquement, la situation est très différente en Bretagne et dans telle partie de la région parisienne, par exemple. Donc, il faut savoir dire ça, c'est-à-dire dire que la situation, elle est hétérogène, complexe, très dépendante de facteurs sociaux et sociétaux, et que l'école ne doit plus être sur la défensive par rapport à ces phénomènes sociaux et sociétaux, comme par exemple la violence liée à notre nouvelle civilisation numérique et à d'autres sujets, mais au contraire qu'elle doit faire rayonner le sens du long terme, le sens du calme, le sens de l'équilibre, le sens de la concentration, autant de valeurs qui ne sont pas les valeurs de notre, disons, des pentes naturelles de notre société, mais qui sont pourtant celles qu'on doit souhaiter et pour lesquelles l'école reste la matrice fondamentale. Et donc, je pense que ça se passe. Vous allez dans X endroits où l'école justement joue ce rôle-là, dans le village, dans la petite ville ou dans le quartier, et il faut savoir insister là-dessus. Et quand on dit cela, on peut passer pour un naïf ou quelqu'un qui veut pas voir les problèmes, mais moi je suis quelqu'un qui a toujours souligné les problèmes. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis pas que tout va très bien. Au contraire, il y a plein de choses qui vont mal et qui doivent être récupérées, mais il faut faire la part des choses et faire levier avec ce qui va bien, parce que si deux établissements comparables que l'on compare, il y en a un qui va bien et l'autre qui ne va pas bien, avec des facteurs pourtant identiques, c'est donc bien que le facteur humain joue un rôle décisif et que sur le facteur humain, on peut avoir de l'influence et donc que donc on peut réussir davantage et s'appuyer sur les bons exemples. Et c'est d'une certaine façon ce que je me suis efforcé de faire pendant 5 ans et qui a permis certains accomplissements. On parlait de ce qui a été fait et très positif et ce dont vous êtes fiers. Il y a aussi dans un quinquennat presque passé au ministère des moments plus difficiles. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces moments-là? Et si vous en avez un Mais là aussi, j'en demanderai 2, parce que là, il y a à la fois ce que vous ne réussissez pas, ce que vous n'arrivez pas à faire, et puis il y a aussi ce qui ne passe pas dans l'opinion, enfin, ou passe à l'envers dans l'opinion, alors même que voilà, une sorte de campagne de désinformation contre laquelle vous ne pouvez rien. Sur la première dimension, j'ai évidemment plein de limites. Je vous donnerai un seul exemple, qui n'est pas peut-être le principal, mais j'ai un très grand attachement aux langues anciennes. J'ai vraiment voulu les développer. J'ai pris des mesures en la matière et j'ai moyennement réussi en collège et pas réussi au lycée, pour toute une série de raisons qui seraient trop longues de dire, mais qui font qu'aussi qu'il y a beaucoup de résistance de terrain par rapport à ça. Et qu'il y a un manque de stimulation de cette demande. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que je n'ai pas réussi, malgré la volonté que j'avais. Il y a des choses sur lesquelles alors on peut souligner le verre à moitié plein ou à moitié vide, j'ai beaucoup insisté sur la musique, par exemple. J'ai souhaité qu'elle soit présente au quotidien, j'ai souhaité la rentrer en musique. On a réussi des choses, mais c'est pas allé au bout de ce que je voulais. Donc il y a une série de choses, soit que j'ai raté carrément, soit que j'ai réussi moyennement, disons, ou très imparfaitement. Et puis après, il y a des choses qui, à mon avis, ont réussi, mais qui apparaissent à l'envers dans le débat public. L'exemple typique, c'est évidemment le sujet des sciences, et à l'intérieur du sujet des sciences, de femmes et sciences. Alors, parce que, je l'affirme très nettement à votre micro, ce que nous avons fait va dans le sens de l'avenir scientifique de la France. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant d'élèves en France, dans toute l'histoire de France, en prépa scientifique. Et, contrairement à ce qui a été dit dans plein d'endroits, il n'y a pas moins de filles qui font des sciences aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. J'entends effectivement beaucoup, même dans les... Il y a une étude l'inspection générale vient de sortir une étude de 400 pages ces derniers jours, qui montre que ce que je vous dis est vrai, c'est-à-dire que non, la réforme n'a pas empêché les filles de faire plus de maths. En revanche, on a révisé les programmes de maths et de sciences dans un sens plus exigeant. Ceux qui en font plus d'heures, et le taux de ceux qui ensuite poursuivent dans l'enseignement supérieur est infiniment plus grand qu'auparavant. Parce qu'avant, en gros, vous aviez 50% des terminales S qui faisaient des études scientifiques. Aujourd'hui, c'est 90% de ceux qui prennent des enseignements ou spécialités scientifiques qui vont dans l'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce qu'on a remis la passion
aux commandes. Ah, Et que les élèves, et d'ailleurs, sont en général les lycéens qui parlent le mieux de tout ça, parce ils ont beaucoup plus de liberté, de choix, et qu'en plus on approfondit plus. Et donc, ça a été une réforme équilibrée dans ce sens, c'est-à-dire elle appuie sur la passion, choisis ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir, ce qui va te mouvoir. Et deuxièmement, dès lors que tu as choisi quelque chose qui te plaît, tu vas l'approfondir plus qu'avant. C'est la première fois en 40 ans qu'un changement de programme, puisqu'on a changé tous les programmes au lycée, amène à plus d'approfondissement, à plus d'exigence que précédemment. On me l'a d'ailleurs reproché, ça aussi, et pour le coup, c'est un reproche juste que j'assume. Mais en tout cas, j'ai eu affaire à une campagne de désinformation démente sur ce sujet science. C'est quoi l'objectif? C'est genre... Vous avez plusieurs secteurs. Là, ce serait une émission pour en parler, mais vous avez d'une part les oppositions politiques qui font le travail d'opposants politiques, certains syndicats, mais aussi certains secteurs disciplinaires, on va dire. Mais les maths, par exemple, ne sont absolument pas dégradés dans la nouvelle version. Au contraire, vous pouvez en choisir plusieurs formats, 3 heures, 6 heures, 9 heures, quand vous êtes en terminale. Vous avez un nombre record d'élèves qui font des maths très approfondies, donc en première, un nombre record en terminale. Quand ils font plus que leurs prédécesseurs. Tout ça est totalement ignoré de la population, sauf de ceux qui sont sur le terrain et qui connaissent. Et au contraire, c'est l'image inverse qui a été donnée. Donc c'est un échec terrible pour moi, parce que une réforme, c'est 50% pratique, 50% psychologique. Et la partie psychologique, je l'ai perdue parce que j'ai été seul et en plus, je suis certain que ceux qui nous écoutent se disent, bon, il dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'évidemment, on a l'impression que je défends simplement mon bilan, mais tout ce que je viens de vous dire, les chiffres, tout ce que je viens de vous dire est totalement vérifiable par tout un chacun. Par exemple, les programmes plus exigeants, il suffit de lire les programmes précédents, les programmes actuels, vous prenez ça dans toutes les disciplines, le lycée est devenu plus exigeant qu'avant. Donc, à l'envers de tout ce qu'on dit tout le temps, où on dit que ça s'édulcore. On donne le baccalauréat. On donne le baccalauréat, etc. Donc, il y a beaucoup de choses trop simplistes qui se disent sur l'éducation. Et là, moi aussi, je fais un plaidoyer un peu pour la complexité, pour le fait que on peut pas dire des choses affirmatives. Par exemple, je suis pas du tout en train de vous dire, ça y est, on a résolu le sujet de femmes et sciences, etc. On a juste pris une pente qui est positive. Ce qui est déjà énorme, parce que les pentes positives, autrement dit, il y a plus d'espoir. On a fait des innovations importantes, par exemple numérique et sciences informatiques. C'est désormais une discipline du lycée. Il y avait 11% de filles qui en faisaient la première année où on l'a créé. C'est 19% maintenant. Donc la vraie victoire, c'est quand on sera à 50%, et évidemment. Mais passer de 11 à 19, on part de 0, d'une part, ça n'existait pas avant. On est à 11, ce qui est significatif du problème du numérique insuffisant pour les filles. On est à 19, il faut pousser. Et ça montre une chose qui vous concerne beaucoup, parce que c'est un sujet de sensibilisation, c'est que le vrai enjeu, si on se focalise sur ce sujet filles et sciences, c'est tout ce qui se passe en amont. C'est pas la réforme du lycée ou quoi que ce soit, c'est tout ce qui est dit aux petites filles dès leur naissance et dès l'école primaire, et a fortiori au collège, au moment où on commence à réfléchir à ce qu'on fera plus tard. Et il faut dire à toutes les filles, mais aussi aux garçons, bien sûr, mais particulièrement aux filles, la science c'est pour toi, vas-y, c'est pas quelque chose de mystérieux ou d'inaccessible, et donc ce langage doit être tenu, des rôles modèles doivent être montrés, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, et beaucoup dans le monde associatif le font, tout ça va dans la très bonne direction, et il y a aujourd'hui justement une structure du lycée qui permet d'aller dans ce sens. La structure modulaire permet beaucoup plus d'aller dans ce sens. Donc voilà, c'est ces messages-là positifs qu'il faut passer, parce que un avenir positif en la matière est possible. Alors, il faut qu'on parle aussi d'un autre sujet, Jean-Michel Blanquer, la transformation écologique. C'est un sujet sur lequel on vous connaissait peut-être pas tellement, et pour autant très lié aussi, bien sûr, à ces enjeux de formation et d'éducation. Et il y a quelques mois, vous avez donc lancé votre nouveau bébé, votre nouveau projet Terra Academia, sur lequel vous sortez un petit peu du format, du cadre en tout cas institutionnel classique, un nouveau format d'éducation, d'école. C'est bien que vous nous en disiez un peu plus pour celles et ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Terra Academia. D'abord, c'est une évidence, mais il faut le souligner, la transformation écologique, c'est le sujet de notre temps, et donc le croisement entre éducation et transformation écologique, c'est le croisement essentiel à mes yeux, en tout cas. Ouais. Et c'est pas parce qu'il y a des effets de mode à certains moments, ou par exemple, en ce moment, un effet de mode négatif avec ce qui se passe aux États-Unis, qu'il faut dévier du sillon. Et vous disiez qu'on ne me connaissait pas sous cet angle, mais
lorsque j'étais recteur et a fortiori ministre, j'ai évidemment été très sensible à cet enjeu. Et par exemple, aujourd'hui, un point dont je suis un peu fier, c'est les éco-délégués, le fait qu'on a 250 000 Tout à fait. éco-délégués en France. On a créé ça en 2019. Vous savez, il y a 60 000 implantations scolaires en France, écoles, collèges et lycées, 12 millions d'élèves, plus d'1 million de personnel, etc. Donc quand tout ce monde-là est en mouvement au service de la transformation écologique, vous pouvez avoir du changement concret. Concret. Ce qui m'importe, c'est le changement concret. Donc, quand vous avez des nouveaux potagers, des ruches, des nids d'oiseaux, etc., du renouvellement de la biodiversité localement, même si ça peut sembler des petites choses à chaque endroit, multiplié par 60 000, ou multiplié par 12 millions, ou multiplié par 250 000 éco-délégués, plus les discussions le soir avec les parents, etc. Oui, c'est la sensibilisation. Tout ça, et tout ça sur un mode concret, si vous voulez, qui renvoie aussi au sujet des sciences. D'ailleurs, par exemple, les 2 heures de sciences du tronc commun au lycée général, sont habitées par le sujet du développement durable. Donc tout ça fait que il ne s'agit pas d'être dans un monde de slogans ou dans un monde de désespoir. Il s'agit d'être dans un monde de construction de l'avenir, où on montre que, justement, il y a des métiers qui s'ouvrent aussi, et des attitudes du quotidien, qui font qu'on peut travailler à un avenir souhaitable, à un avenir où on va devoir malheureusement s'adapter à des choses négatives, mais où on peut aussi lutter contre ces choses négatives. Moi, je pense beaucoup d'ailleurs au renouveau de la biodiversité. Pour moi, c'est un très grand sujet. Évidemment, la lutte contre le changement climatique, bien sûr, mais plus généralement, la lutte contre la pollution, la lutte pour la santé, pour la biodiversité, sont des sujets sur lesquels l'espèce humaine a prise. L'espèce humaine a pu parfois dégrader l'environnement, dont elle dépend pourtant, mais elle peut aussi le regrader, si j'ose dire, et lui redonner la force, et je suis assez militant de ça. Et donc le projet Terra Academia, qui se définit à la fois comme une école et un accélérateur, est un projet au plus près du terrain. On a un conseil scientifique très solide, venu des différentes disciplines de l'écologie pour avoir une analyse des métiers dont on a besoin. On a pour ça un institut des hautes études de la transformation écologique, qui est une sorte d'IHEDN, vous savez ce que la défense a, pour proposer aux adultes des sessions sur 1 an très approfondies pour devenir un acteur de la transformation écologique. Okay. On a des formations continues, mais on lance surtout maintenant des formations initiales pour que les jeunes deviennent des acteurs de la transformation écologique. Donc, et tout ça au plus près du territoire. On a créé notre premier campus à Arras, on en crée un deuxième proche de Deauville à Touques, en Normandie. Nous envisageons d'autres lieux qu'il est trop tôt pour dévoiler, mais l'objectif est d'en avoir un par région. D'accord. Et en ayant un par région, d'avoir un impact sur le territoire environnant. Et donc là, nous créons notamment des bachelors, l'un qui est un bachelor pour être acteur de la transformation écologique. On le fait avec une maison qui s'appelle Region School. On va viser des jeunes de toute provenance. On va aussi rendre boursiers des élèves venus de quartiers défavorisés ou de villages donc issus de la ruralité. Ou dans les 2 cas, l'objectif, avec une scolarité gratuite, est ensuite de revenir chez eux, dans les territoires où ils sont grandis, pour être des entrepreneurs de la transformation écologique de leur territoire. On a besoin de cela aujourd'hui. Et puis, nous allons créer un bachelor sur transformation écologique, transition numérique, puisque aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est un problème du point de vue de la transformation écologique parce qu'elle consomme énormément d'énergie, donc c'est un sujet, mais elle est aussi une opportunité, elle est les deux à la fois, parce qu'elle peut permettre des éléments d'accélération de la transformation, et on veut former les jeunes à cela. Donc ça, c'est 2 exemples, mais on a aussi parfois des formules plus courtes, puisque une bonne partie des métiers du futur vont être des métiers techniques de la transformation écologique. Il faut poser des panneaux solaires, il faut entretenir de manière écologique l'ensemble des installations énergétiques, pour ne prendre que ces exemples. Il faut aussi des jardiniers, des paysagistes, etc. Enfin bon, on estime qu'il y a 400 000 emplois qui vont être créés entre maintenant et 2030 C'est conséquent. sur la transformation écologique. Et le projet Terra Academia veut contribuer pour 60 000 de ces 400 000 emplois dans la formation d'ici à 2030. Donc on fait du sur-mesure sur chaque territoire pour correspondre aux besoins qui sont identifiés par les collectivités locales, les institutions académiques avec lesquelles on travaille, et avec les entreprises aussi, pour tout simplement être utile sur un territoire donné. Aujourd'hui, enfin jusqu'aujourd'hui en tout cas, ça n'existait pas une formation de ce type-là avec tout ce que vous avez mis en place?
Alors, sur ce format-là, non, ça n'existe pas. Bah, en revanche, et c'est très heureux, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les universités, les écoles, pour la transformation écologique. D'accord. Et donc, c'est une très bonne chose, c'est une sorte de grand mouvement, et on s'inscrit dans ce grand mouvement. Ouais. Après, à l'intérieur de ce grand mouvement, nous avons une spécificité qui est cette dimension multiterritoriale, si vous voulez, et au plus près du terrain, et avec, en co-construisant chacune des formations, avec d'autres institutions d'ailleurs, hein, certaines déjà engagées dans la transformation écologique, pour répondre à un besoin. Donc quand on va quelque part, on fait le diagnostic écologique du territoire, le diagnostic des compétences qui existent et de celles qui devraient exister. Donc ça nous amène aussi à former les adultes. Hein. Par exemple, on se dit que autour d'Arras, il faut former 500 nouveaux couvreurs pour lutter contre les passoires thermiques. Et bien, on va le faire avec telle institution locale, telle entreprise locale pour répondre à ce besoin. Donc c'est très pragmatique. Et ce modèle très sur mesure est très coopératif, hein, puisqu'on se met au service aussi des institutions académiques avec lesquelles on le fait. Et par exemple, les élèves peuvent être diplômés de ces institutions-là avec le label Terrain Académien. Eh bien, cette méthode-là, elle est faite au fond pour contribuer à ce que le mouvement soit le plus ample possible. Ça pose une question aussi autour de l'orientation, qui est l'un des grands sujets qu'on aborde aussi dans ce podcast. Pour arriver à exercer ces métiers-là, qui sont des métiers d'avenir aussi, des métiers de demain, il faut que ces jeunes aujourd'hui qui passent leur bac ou qui sont en 4e, 3e et qui se posent des questions sur leur avenir puissent imaginer qu'on peut exercer ces métiers-là. On a un problème aujourd'hui avec l'orientation en France qui est peut-être trop académique ou pas assez expérientielle. Comment vous vous dites aujourd'hui à un jeune qui est en 3e, 4e et qui cherche son avenir, ben en fait, tu peux faire tel et tel métier, notamment autour de la transition écologique. Ces jeunes aujourd'hui, ils cherchent du sens, ils sont très engagés aussi. On voit de plus en plus, à la fois dans le monde scolaire et dans le monde de l'entreprise. Mais effectivement, c'est des métiers qu'il faut présenter à ces jeunes-là. Tout à fait. Les jeunes Bien. doivent baigner dans les différents métiers qui existent et dans une philosophie de vie où on ne fera pas forcément tout le même métier tout au long de la vie. Ouais. Et donc, il ne faut pas non plus dramatiser chacune des étapes, mais au contraire, se maintenir toutes les chances et se sentir utile et faire des choses qui nous plaisent. Je pense que même les métiers industriels aujourd'hui, par exemple, sont d'une nature très différente de ce qu'ils étaient il y a encore quelques décennies, n'attirent pas suffisamment alors qu'il y a des opportunités gigantesques, des bons salaires, des très belles carrières, et ce, quel que soit le parcours que vous faites, en lycée professionnel, technologique ou général. Et donc, ce discours-là doit être tenu aux jeunes, et des modèles doivent leur être donnés, et nous devons démontrer que les passerelles existent. Je me suis efforcé de faire ça en tant que ministre. Hein. Le lycée professionnel était une grande priorité pour moi. Avec Elisabeth Borne, on a beaucoup travaillé au développement de l'apprentissage, etc. Tout ça a évolué. Pour l'orientation, on a donné en partie la main aux régions. Peut-être faut-il aller encore plus loin maintenant, mais elles ont à leur disposition une 50aine d'heures dès la classe de 4e jusqu'à la classe de terminale pour venir avec les entreprises présenter les métiers. C'est quelque chose qui s'est enclenché en partie, mais pas pleinement, et qui pourrait vivre une sorte de nouveau dynamisme dans les temps à venir. Vous avez sûrement d'ailleurs vous-même des rôles à jouer en la matière, parce qu'il faut en quelque sorte animer le sujet. La question de l'orientation est rarement le fait d'un adulte et d'un moment. C'est plusieurs adultes dans la durée. C'est comme de même qu'il faut un village pour éduquer un enfant selon le proverbe africain. De la même façon, il faut une communauté adulte dans la durée pour avoir une bonne influence d'orientation sur un jeune qui doit pouvoir tâtonner, se poser des questions. La réforme du lycée est allée dans ce sens aussi, parce que le côté modulaire est fait pour d'abord vous amener à réfléchir plus en amont que précédemment, et ça c'est une bonne chose. Et ça ne veut pas dire qu'on vous dit en classe de seconde, tu dois à tout prix savoir le métier que tu vas faire. C'est pas ça. Par contre, c'est dire qu'est-ce qui commence à t'intéresser plus qu'autre chose. Non pas forcément d'ailleurs comme métier, mais parfois ils le savent, parfois ils ne le savent pas, mais au moins comme domaine. Et après, par des mécanismes de tâtonnement qui peuvent parfois être importants, arriver aux études qui elles-mêmes vont amener au métier. Et donc il faut assumer la dimension forcément complexe de ce processus, mais mettre beaucoup d'énergie le plus en amont possible. Et ça nous renvoie aussi à la formation des professeurs, puisque le professeur principal normalement joue un rôle important dans l'information et l'orientation. Encore faut-il l'aider à avoir ce rôle. Bien sûr. Mais aujourd'hui,
le genre de choses que vous faites, l'intelligence artificielle dans ses meilleurs aspects, la transformation de l'ONICEP, le rôle des régions, la responsabilisation des entreprises, où tout le monde doit être partenaire. Il faut sortir du face-à-face où les uns penseraient qu'il faut surtout pas faire rentrer l'entreprise, les autres penseraient que l'éducation nationale est une forteresse. Tout ça n'est plus vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens pour penser de manière aussi manichéenne. En revanche, tout le monde voit bien que c'est l'intérêt des enfants que de leur montrer le monde. Tout à l'heure, je parlais de la culture humaniste. De la même façon, il y a de quoi est fait le monde du point de vue géopolitique. Ça aussi, c'est des évolutions qui ont eu lieu, mais aussi du point de vue économique et donc du point de vue professionnel. Et donc tout ça doit être montré de manière, je dirais, à la fois détendue et approfondie aux enfants et aux adolescents. On arrive malheureusement, et j'ai pas envie de terminer, mais à la fin de cette interview, Jean-Michel Blanquer, je voudrais vous poser maintenant deux dernières questions un peu différentes avant de passer au format des réseaux sociaux. J'ai envie de vous poser une question. Si vous pouviez dîner avec une personnalité, vivante ou non, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui est attaché aux gens aussi, au parcours de vie, avec qui est-ce que vous dîneriez? Alors, une très bonne question. Avec Albert Camus. Avec Albert Camus. Alors ça, plutôt simple. Parce qu'il est pour moi un homme exceptionnel. Non seulement par son écriture, mais par sa vie. Vous voyez, j'ai un cours d'histoire des idées politiques dans mon enseignement, où je parle de lui et d'autres, mais les auteurs sur lesquels j'insiste le plus, en histoire des idées, c'est ceux qui ont non seulement des idées, mais une vie qui va avec les idées. Vous voyez, par exemple, Romain Gary, c'est pas un philosophe, c'est un écrivain, c'est encore autre chose, mais c'est quelqu'un dont la vie dit quelque chose. Et Albert Camus, c'est pareil. Albert Camus, c'est quelqu'un, c'est un résistant, c'est un homme qui a toujours cherché l'équilibre, la justice, qui tout en aidant parfois de très grandes inquiétudes, y compris existentielles, mais en tout cas qui a une sorte de cohérence et qui s'engage. Et j'aime ça. Et on retrouve des choses comme ça. J'aime des auteurs comme Tocqueville, parce que là aussi, c'est quelqu'un qui a écrit des ouvrages fondamentaux, qui restent des références, y compris aujourd'hui aux États-Unis. Tocqueville reste la référence fondamentale pour comprendre les États-Unis. C'est quand même pas rien. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a été ministre, qui s'est engagé dans son époque, qui toujours a voulu éviter la violence. Ces personnages que j'aime sont des personnages qui recherchent disons, les forces de vie plutôt que les forces de mort, on va dire de manière très simple, et qui dans leur vie ont toujours une vision politique et humaine qui étaient des choses pour éloigner la violence. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous défendez cette vision, vous vous attirez beaucoup de violence. C'est comme ça. C'est comme ça. Une dernière question avant de passer au format des réseaux sociaux. Si vous pouviez écrire un mot aujourd'hui dans tous les carnets de correspondance des élèves de France, qu'est-ce que vous écririez? Crois en toi. Ouais. Bon message d'espoir. On va passer à un format, on en a encore pour 5 minutes, très rapide, où là les questions seront plus courtes. Avec une première question, diplôme ou expérience? Expérience. Expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans le monde de l'éducation en France? La concentration. Une chose que vous changeriez aujourd'hui dans l'éducation ou dans l'enseignement supérieur? L'esprit collectif, l'esprit collectif apaisé. Ouais. Votre vision de l'éducation dans 20 ans? Optimiste. Je pense que nous entrons dans un monde de plus en plus technologique, avec un très fort risque de déshumanisation. On le vit déjà, on voit ce que ça veut dire. Eh bien, l'éducation doit être la grande surcompensation de ça. C'est-à-dire que, et par exemple, je pense que le métier de professeur est en fait un métier d'avenir considérable, qu'une société qui ira bien dans le futur sera une société qui mise sur ses professeurs, sur leur nombre, leur formation, leur qualité de vie, leur prestige. Parce que précisément, le professeur, lui-même augmenté par tous les moyens techniques, là aussi ça commence, mais ça va atteindre, là on pourrait faire une émission là-dessus sur ce que ça va être dans le futur, mais on peut développer une vision très
positive sur la personnalisation du parcours des élèves, sur la prise en compte de chacun, le professeur dégagé de ce qu'il y a de plus rébarbatif dans sa fonction, par exemple la correction de copie. C'est un avenir technique très, très prochain, et qui en revanche peut avoir un tableau de bord plus précis de chaque enfant, peut l'aider davantage, peut l'aider à se repérer dans ce monde hyper technique, dans un sens humain et humaniste. Tout ça dessine un rôle de l'éducation fondamental et un rôle du professeur fondamental. Donc c'est vraiment la vision à laquelle je crois. Je crois c'est pas une utopie, elle est tout à fait à notre portée. Et ça veut dire aussi que l'on doit inciter des jeunes à se dédier à cette mission, ou en tout cas à dédier une partie de leur vie à la mission éducative, parce qu'ils seront probablement parents, enseignants sous une forme ou sous une autre, et que certains seront même des enseignants professionnels. Et donc cette philosophie de la transmission qui va de pair aussi avec l'apprentissage de la solidarité dès les plus jeunes âges de la vie, apprendre aux enfants à aider le plus jeune que lui, le plus en difficulté que lui, cet esprit d'équipe qui lui échappe à tous les sujets technologiques, qui relèvent des qualités d'empathie, des qualités de solidarité, mais aussi des qualités d'intérêt bien compris de chacun, parce que on est meilleur à plusieurs que tout seul. Ces choses-là doivent passer dans l'esprit public français par l'éducation. Et parfois, nous pouvons avoir des pentes pessimistes et individualistes. Ce ne sont pas des pentes fatales. On est aussi capable de l'inverse en France. Il y a des pentes collectives et optimistes. Et il faut pousser dans ce sens par l'éducation. Allez, c'est un changement de regard sur l'éducation, enfin. Bon, j'allais vous poser la question. Un livre qui vous a inspiré? Est-ce que c'est un livre d'Albert Camus? Alors, évidemment, les livres d'Albert Camus, Le Premier Homme en particulier pour moi est un livre assez indépassable, mais je vous ai cité Romain Gary, donc La promesse de l'aube. J'ai cité Tocqueville, donc l'ancien régime et la révolution, autant que la démocratie en Amérique, mais aussi les souvenirs. Et évidemment, les grands auteurs français sont fondamentaux pour cette culture humaniste dont je parlais, mais pas que les Français. Et il y a même aujourd'hui des grands auteurs. Je pense par exemple à Mario Vargas Llosa qui vient de décéder et qui était que je connaissais et que j'appréciais énormément et qui pour moi était le plus grand auteur vivant actuel. J'ai, comme vous le savez, beaucoup d'intérêt pour l'Amérique latine, et la littérature latino-américaine nous offre une ouverture sur la beauté de la vie d'une certaine façon, y compris en racontant des choses très dures, qui est irremplaçable. Et donc il y aurait beaucoup de livres à citer. Une petite bibliothèque. Bon, on arrive à la dernière question. Si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à une, deux ou trois personnes dans le secteur de l'éducation, mais pas forcément, en tout cas pour nous parler d'éducation, vous parlez de Stéphane Bern, je me dis, ça pourrait faire une super émission sur justement l'apport de l'histoire, etc. Mais qui est-ce qu'on pourrait recevoir selon vous, dont le regard ou le parcours pourrait être intéressant pour cette réflexion française autour de l'éducation? Alors, plein de gens, évidemment, parce que j'en ai rencontré des centaines et des milliers qui sont tous... Il y a tellement d'acteurs remarquables qui parlent très bien de ce qu'ils font là. Il y en a un qui me vient à l'esprit et qui vous paraîtra peut-être assez évident pour moi, c'est Stanislas Dehaene, que j'ai nommé à la présidence du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est encore président de ce Conseil scientifique aujourd'hui, ce qui est une illustration aussi là, des enjeux de long terme de l'éducation. Parce que mon idée était que l'apport des sciences, et pas seulement les sciences cognitives, mais toutes les sciences bénéficient aux politiques publiques que nous menons et les inspirent. Donc il fait partie des personnes remarquables. Je pense aussi à Dominique Schnapper dans un registre différent. Elle, j'ai nommé au Conseil des sages de la laïcité, et elle a maintenant, elle aussi, elle est encore en fonction, et c'est elle qui, avec tous les membres du Conseil, a une vision dans la durée là aussi des enjeux républicains dans notre école, et elle est remarquable aussi à ce titre. Et puis plein d'acteurs de terrain, je pense. Allez, par exemple, Carole Diamant, qui est un peu connue, pas très, mais qui est une professeure de philosophie que j'ai connue quand j'étais recteur de Créteil et qui beaucoup œuvrait en réseau d'éducation prioritaire pour justement l'orientation ambitieuse des jeunes, et que je vois fréquemment parce que dans différentes dimensions, elle a toujours été très active pour ce
stimuler l'ambition des jeunes de toutes les classes sociales. Mais elle est un exemple parmi d'autres, je pourrais citer, de ce volontarisme de terrain, souvent de personnes qui ont été ou sont professeurs. Je pense que c'est parce que vous connaissez les enjeux de terrain que vous pouvez être efficace là-dessus. Bien sûr. Des héros qui ne portent pas de cap, les enseignants, on est bien d'accord. Merci en tout cas mille fois d'être venu Merci à vous. ici dans le podcast de 20 sur 20. On était absolument ravis de vous recevoir dans le cadre de cet épisode. On vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la continuité de Terra Academia et de tous vos nouveaux projets. Et puis vous êtes toujours le bienvenu quand vous voulez, de toute façon. Merci. Merci beaucoup.